Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans Santé Naturopathique, c'est Jean-Brice Stivan. Nous sommes au cœur de la 3e vidéo consacrée aux inflammations intestinales. Alors, vous ne me connaissez peut-être pas pour certains, mais pour ceux qui me suivent, vous savez que tout ce que je développe dans mes podcasts ou mes vidéos est le fruit de plus de 30 années d'expertise autour de la naturopathie. Expertise basée à la fois sur mes observations, sur des références scientifiques, sur des études de cas cliniques et le fruit donc d'une grande synthèse. Et attention, il ne s'agit que de réflexion. Donc, tous les commentaires relatifs à moi j'ai essayé ci, moi j'ai essayé ça, tout est valable. Je prends, je reçois et en fonction de cela, je me permets de faire profiter toutes les personnes de ces témoignages, de cette expertise. Voilà, donc nous étions restés la dernière fois sur les causes les plus, on va dire, classiques, les plus importantes, susceptibles d'augmenter les états inflammatoires au niveau de l'intestin. On avait parlé bien sûr de la zonuline qui entraîne des augmentations de perméabilité intestinale. Les causes les plus importantes relevées étaient bien sûr, on avait vu la caséine, on avait vu l'excès de fibres végétales, on avait vu les FODMAP, on avait vu les aliments complets, les céréales, les légumineuses, et aussi beaucoup les lectines produits par les végétaux pour se protéger de leurs agresseurs. Toutes ces molécules, toutes ces fibres, toute cette cellulose, ces lectines, avaient pour conséquence d'entraîner des états inflammatoires chroniques, de l'intestin en particulier. Alors, nous allons voir aujourd'hui en 2 temps. Dans un premier temps, on va étudier les autres perturbateurs modernes de nos intestins, sans doute les perturbateurs les plus agressifs pour notre muqueuse intestinale. Et puis, dans un second temps, déjà évoquer ce qui sera dans le prochain podcast, la solution ou une des solutions à mettre en place pour améliorer l'état de notre muqueuse intestinale, supprimer ballonnement, spasmes, inflammation intestinale, digestive générale. Voilà les grandes lignes avant de vous proposer en détail ce que pourrait être la solution ultime pour les MICI, donc les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin les plus importantes, comme la rectocolite hémorragique ou la maladie de Crohn. Allez, on y va. C'est parti pour ce que l'on appelle aujourd'hui les perturbateurs modernes de notre intestin, susceptibles donc de créer des inflammations chroniques importantes ou du moins de les aggraver. Le premier perturbateur le plus connu qui augmente d'ailleurs la perméabilité intestinale selon certaines études, puisque je me réfère là à des études faites sur des souris, attention ce n'est pas in vivo sur l'homme, mais ces études ont montré que le bisphénol A, un des perturbateurs endocriniens que vous connaissez tous, le plus connu, conduit à une élévation de quantité de zonuline dans le sang et la muqueuse intestinale augmente sa perméabilité intestinale au contact du bisphénol A. Alors, on le trouve bien sûr dans de nombreux plastiques alimentaires, c'est un grand régulateur, mais attention, on le trouve aussi dans énormément de dérivés de la pétrochimie, et vous savez qu'on va trouver aussi d'autres perturbateurs endocriniens de ce type-là, ou du moins de la même famille, dans les pesticides, les engrais chimiques, mais aussi les phtalates, etc. Donc c'est-à-dire qu'il y en a aussi dans notre alimentation, lorsqu'elle n'est pas bio, lorsqu'elle n'est pas strictement contrôlée et produite naturellement. Donc évitez ces perturbateurs endocriniens dans la mesure de vos possibilités déjà si vous êtes fragile des intestins. Le deuxième perturbateur moderne vraiment à éviter, ce sont les antibiotiques à large spectre. Il y a une étude aux États-Unis qui dit que chaque fois qu'un enfant prend un antibiotique, il augmente ses risques d'être touché par la maladie de Crohn, le diabète ou de l'asthme. Si un antibiotique peut sauver une vie, vous le savez, à un moment bien précis, notre consommation trop systématique détruit notre microbiote intestinal et entretient un état inflammatoire chronique. N'oublions pas, attention, que notre consommation d'antibiotiques ne provient pas uniquement des ordonnances, des médicaments. Donnés aux porcs, aux poulets, aux animaux d'élevage, intensifs surtout, afin qu'ils grossissent plus vite, ils sont responsables de perturbations bien plus importantes que l'on imagine aujourd'hui.
Donc attention, pour tous ceux qui ont une alimentation d'origine animale ou à orientation cétogène, comme on va le voir, méfiance sur les produits animaux qui contiennent énormément d'antibiotiques, dans leur graisse en particulier. Alors, la troisième famille de médicaments de produits à éviter quand on a des troubles intestinaux, bien sûr, ce sont certains médicaments. Les plus problématiques sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les fameux AINS. Ce sont des antalgiques puissants, comme l'ibuprofène, méloxicam, naproxène, sont les molécules contenues dans ces médicaments, qui ont été commercialisés d'ailleurs pour remplacer l'aspirine. Pourtant, les laboratoires savent aujourd'hui qu'ils abîment la muqueuse des intestins et permettent, par exemple, à des substances comme des lectines étrangères, des substances étrangères, de franchir la paroi intestinale, chose que ces molécules ne faisaient pas à une époque lorsqu'on n'était pas soumis à ces médicaments. Alors c'est l'arrivée des caméras, pilules, vous savez ces petites pilules qui contiennent une caméra, qui vont explorer ce qui se passe dans vos intestins, donc capables de filmer nos intestins. Elles ont montré que les AINS détruisent la paroi intestinale à tel point que d'importantes quantités de tissus cicatriciels s'étaient formés chez les consommateurs réguliers. Cela initie donc un cercle vicieux, vous avez mal au ventre, certaines personnes, ou mal ailleurs, prennent des anti-inflammatoires, ces anti-inflammatoires créent leurs dégâts au niveau intestinal, vous avez mal, vous allez chercher des anti-inflammatoires. Donc on est sur du cercle vicieux, même si ce ne sont pas toujours ces anti-inflammatoires qui sont prescrits pour des troubles, bien sûr, des intestins, mais attention, dès que vous avez un état inflammatoire dans le corps, si vous pouvez éviter ce type d'antalgique, surtout si vous êtes fragile des intestins, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Le quatrième perturbateur moderne de l'intestin, ce sont encore une famille de médicaments qu'on appelle les antiacides gastriques, connus sous le terme d'IPP, inhibiteurs de la pompe à protons. Alors ces médicaments, connus sous le nom d'oméprazole, pantoprazole, etc., sont prescrits pour diminuer l'acidité de votre estomac. Mais ce faisant, sans acidité gastrique, pour neutraliser de nombreuses bactéries pathogènes et en diminuant la capacité digestive aussi de votre organisme, ces bactéries en particulier vont se développer en quantité importante et altérer la flore normale de l'intestin. En outre, en raison de moindre présence d'acide dans la partie haute du système digestif, les bactéries peuvent facilement se déplacer depuis leur position dans le côlon jusqu'à l'intestin grêle, où elles n'ont rien à y faire d'ailleurs. Elles peuvent alors perturber la barrière intestinale et engendrer un problème appelé SIBO. Alors on l'a déjà évoqué, c'est que vous avez une surpopulation bactérienne dans l'intestin grêle qui n'a rien à faire là. Et bien sûr, il y a des réactions immunitaires qui se forment et un état inflammatoire. Donc méfiance vis-à-vis de ces antiacides. D'autre part, je vais vous expliquer qu'une baisse de l'acidité gastrique perturbait la digestion des aliments, si bien que des aliments mal décomposés arrivant dans l'intestin risque de créer fermentation et putréfaction qui n'arrange pas les choses. Cinquième problématique pour vos intestins, ce sont les édulcorants artificiels. Alors édulcorant, c'est ce qui va sucrer vos aliments, mais qui n'est pas d'origine du sucre pur, ou une forme de sucre très particulier. Alors vous connaissez le sucralose, la saccharine, le plus connu c'est l'aspartame, d'autres édulcorants qui modifient le microbiote de votre intestin, en dévastant les bactéries qui ont un rôle important à jouer, les bonnes bactéries entre guillemets, et en permettant à des bactéries qui n'ont rien à faire ici de se développer. Alors c'est une étude réalisée à l'université de Duke, qui a montré qu'un seul paquet de Splenda, c'est du sucralose aux États-Unis, pouvait tuer jusqu'à la moitié de la flore intestinale normale. Vous voyez que c'est pas quelque chose de négligeable, ces sucres-là, donc méfiance. De toute façon, tout ce qui est d'origine industrielle, vous devez absolument le supprimer de votre alimentation si vos intestins sont fragiles. Donc, à l'issue de tout ce que l'on vient de dire sur ces deux précédents podcasts et sur ces derniers facteurs de perturbation de la muqueuse intestinale là dans ce podcast, la première petite conclusion, c'est que la sensibilité chronique de nos intestins et même les MICI, dont on parlera tout à l'heure, est sans doute le prix que les plus fragiles d'entre nous payent à une évolution mal maîtrisée de nos modes alimentaires. D'autre part, en croyant nous tourner vers une alimentation réputée saine,
c'est-à-dire privilégiant les végétaux, les aliments complets, etc., ou les fruits, nous soumettons nos intestins à des agressions chroniques dont nous avons à peine conscience. Nous pensons faire bien les choses et en fait, pour les personnes fragiles des intestins, ces aliments dont je viens de parler et qui paraissent anodins posent de réels problèmes. Fermentation, ballonnement, gaz, agression de la muqueuse sont souvent les symptômes de ces aliments que notre corps tente tant bien que mal de métaboliser, alors que nous pensions parfois ces aliments au-dessus de tout soupçon. Donc je pense bien sûr aux céréales, aux légumineuses, et d'autant plus quand elles sont complètes, à la fois donc pour leur teneur en sucre, en lectine, mais aussi en cellulose en excès. N'oubliez pas les solanacées, comme la tomate, le poivron, les aubergines, les pommes de terre, qui créent aussi certains petits inconforts digestifs et agressions. N'oubliez pas les FODMAPs, contenus en particulier dans les fruits, contiennent beaucoup de fructose, l'excès de fruits, je dis bien, les jus de fruits, je ne vous parle même pas des sodas, Je vous parle aussi des polyols, qui sont un exemple de FODMAPs dont on a un petit peu parlé. Vous savez, ces sucres qu'on rajoute dans l'alimentation soi-disant naturelle. Et bien sûr, le lactose, issu du lait, des yaourts, qui sont décrits dans les régimes santé, mais qui posent aussi de gros problèmes à des personnes qui ne peuvent pas le digérer correctement. Donc même le plus naturel de tous ces aliments peut transformer nos intestins en une véritable passoire et entretenir une inflammation chronique d'autant plus importante que vous y ajoutez antibiotiques, médicaments, édulcorants et autres polluants qu'on vient de citer. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'on va manger concrètement lorsqu'on est atteint d'une pathologie inflammatoire chronique? Eh bien, je vous décrirai ça dans le prochain podcast. Mais juste avant, je vais quand même vous donner des grandes pistes de ce mode alimentaire révolutionnaire. Je dis bien révolutionnaire parce que vous allez voir, on va un peu à l'encontre de ce qui se dit aujourd'hui dans tous les podcasts, tout ce que vous pouvez écouter en termes de nutrition santé. Néanmoins, cette alimentation-là, comme vous allez le voir, a fait ses preuves. Et je vais vous en donner des exemples. Alors, les grandes orientations de ce que je vous présenterai la prochaine fois, dans ce qu'on appelle, moi, ce que j'ai appelé le mode alimentaire paléo-cétogène. Alors, vous verrez, c'est un jeu de mots entre cétogène et jeûne intermittent. Une association très précise et très fine de certains aliments, avec une suppression de certains autres, permet de grandes améliorations. Bien sûr, je m'appuie sur des exemples, je m'appuie sur la science et je vous ferai une synthèse de tout cela. Alors en gros, je vous parlerai de certains produits animaux bien sélectionnés qui vont devenir dominants dans l'alimentation susceptible de régénérer la muqueuse intestinale. Bien sûr, on évitera des mélanges alimentaires particuliers. Bien sûr, en supprimant l'essentiel des glucides de votre alimentation, vous ne les associerez plus à des protéines ou à des graisses. Vous ne risquerez plus de faire de fermentation importante. On gardera que très peu de fibres, des fibres très sélectionnées, qui ne soient pas riches en lectine, qui ne soient pas trop perturbants par leur apport important en cellulose. On va chercher, bien sûr, en tâtonnant ces fibres-là. Les lactofermentés en particulier sont intéressantes, on verra. Et vous verrez que vous n'aurez aucun problème de constipation, même en supprimant 90% des fibres que vous mangiez auparavant. Parmi les laitages, la plupart seront quasiment abandonnés. On n'en sélectionnera que très peu, sous forme, on verra, de certains fromages. Et puis on va miser bien sûr sur des graisses saturées, très peu de graisses végétales, même issues de la coco, riches en oméga 3 ou des huiles de noix, de lin, etc., qui sont très... on va dire, elles rancissent facilement, elles sont instables et elles ne sont pas toujours intéressantes. Et puis on diminuera bien sûr les huiles végétales trop riches en oméga 6, on gardera vraiment l'huile d'olive, vous verrez, qui est une huile très intéressante, et on misera beaucoup sur les graisses animales, tant décriées dans les années 80, 90, 2000, encore aujourd'hui pour certains, mais qui, vous verrez, par leur capacité à se métaboliser en corps cétonique, à nourrir correctement votre organisme, votre corps, et à condition bien sûr qu'elles soient sélectionnées, issues d'élevage particulier, elles vont nourrir vos entérocytes, les aider à se régénérer.
Voilà, alors il existe des modes alimentaires expérimentaux autour de ceci, proches de l'alimentation cétogène. Moi, je vais vous montrer comment, la prochaine fois, l'association d'un mode paléo, cétogène, jeûne intermittent, exercice particulier, va permettre d'apporter des solutions à des personnes qui ont des maladies de Crohn. Voilà. En particulier Crohn ou rectocolite, c'est vers ça qu'il faut aller, c'est ce que je vous présenterai donc le prochain podcast. Je vous invite comme d'habitude à m'encourager, à me soutenir, à vous abonner pour que je puisse continuer à avoir envie de vous faire des vidéos, des podcasts toutes les semaines. N'hésitez pas à aller regarder sur alsacenaturo.com pour découvrir nos offres de formation, de stage ouverts à tout le monde. C'était Jean-Brice Tivan, je vous souhaite à tous de prendre soin de vous car personne ne le fera à votre place. À très bientôt.